Bonjour. Euh, Bonjour à ce webinaire qui s'intitule Risk-Based Thinking, une nouvelle démarche pour un système de management de la qualité efficace, organisé par PUCB et présenté par moi-même, Ziad Boudriga. Je me présente, je suis formateur certifié PUCB et également Certified ISO 31000 Risk Manager, PUCB Certified ISO 27005 Risk Manager, Certified ISO 99001 Professional Auditor. Également, je suis CRMA, Certification Risk Management Assurance, organisé par l'Institute of Internal Auditors, et CIA, Certified Internal Auditor, également l'IA. Auteur d'un ouvrage sur l'audit interne, organisation et pratique, septembre 2012. Tout au long de ce webinaire, on va présenter une nouvelle approche adoptée par l'ISO, l'ISO, Organisation internationale de normalisation, et on va prendre spécialement la norme ISO 9001 version 2015 pour en parler d'une nouvelle approche et démarche qui s'intitule Risk-Based Thinking ou bien la réflexion basée sur le risque. Il y a une grande différence entre le Risk-Based Thinking, la réflexion par les risques, et basée sur les risques plutôt, et l'approche par les risques ou bien l'orientation basée sur le risque. C'est deux choses différentes. Le Risk-Based Thinking, c'est un concept plus large dont on va présenter. Donc, notre webinaire, il s'intitule, il va traiter cette approche, cette démarche, en se focalisant sur l'ISO 9001, donc un volet risque et Risk-Based Thinking, et comment l'appliquer, comment il est appliqué au niveau de la norme ISO 9001, bien que ce concept il est appliqué désormais dans tous les systèmes de management normalisé par l'ISO. Un point de détail que je veux bien signaler au départ, notre webinaire va durer à peu près une demi-heure, plus ou moins 5 minutes, et vos questions sont les bienvenues, mais on répondra par email, donc envoyez vos questions, et c'est un plaisir pour moi d'y répondre. La famille des normes ISO, c'est l'ISO 9001-2015, établit les exigences relatives à un système de management de la qualité. Également l'ISO 9000 version 2005 qui couvre les notions fondamentales et la terminologie. L'ISO 9004 version 2009 montre comment augmenter l'efficience et l'efficacité d'un système de management de la qualité. L'ISO 19011-2011 établit des lignes directrices pour les audits internes et externes des systèmes de management de la qualité. C'est un tout, c'est un ensemble qui est composé de plusieurs normes qui traitent la problématique de la qualité. La qualité, elle prend de plus en plus de l'ampleur dans notre monde. Ne serait que les statistiques. En 2014, on a 1 138 155 entreprises certifiées ISO 9001. En 2013, ils étaient 1 126 460 avec une augmentation de 1%. Le nombre sur plusieurs années, il est en augmentation. Là, c'est à peu près la cartographie des entreprises certifiées en ISO 31000. On remarque très bien ici que la Chine, elle prend la première place avec plus de 300 000 certifiés. Peut-être ceci explique la force de l'économie chinoise et des entreprises chinoises qui s'orientent de plus en plus à satisfaire leurs clients. La norme ISO, historiquement, ils ont commencé au cours des années 80, une importante modification en 94, plus en 2000, une modification également importante, un amendement en 2008 et une nouvelle modification en 2015 qui a introduit le concept de risk-based thinking et qui a aligné la norme ISO 9001
à la structure des normes de système de management au niveau ISO. L'ISO 9001 spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu'un organisme doit démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. Ici, le premier objectif d'une entreprise, c'est de créer de la valeur et préserver de la valeur. L'entreprise a des actionnaires, a des parties prenantes, les shareholders et les stakeholders. Là, l'entreprise, si elle ne crée pas de la valeur, c'est-à-dire de la richesse, et si elle ne la préserve pas, elle ne donne pas satisfaction à ses parties prenantes. Et l'entreprise ne peut exister, ne peut créer de la valeur qu'à travers l'existence d'un client quelque part. Donc, il faut acheter de l'entreprise pour arriver à réaliser le premier et unique objectif de toute entreprise. Sinon, on va créer autre chose, association, je ne sais pas, fondation, quelque chose qui va servir d'autres objectifs. Une entreprise, elle est là pour créer de la valeur et la préserver, et donc des objectifs. Et le premier, pour servir cet objectif-là, c'est vendre. Et pour vendre, il faut satisfaire le client, et on ne peut pas satisfaire le client qu'à travers un produit de qualité. Vise également l'ISO 9001 vise à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y compris le processus pour l'amélioration du système et l'assurance de la conformité aux des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. Ici, je veux bien mettre l'accent sur efficace. L'efficacité, c'est atteindre les objectifs. Et atteindre les objectifs, on se pose la question comment? Et qu'est-ce qui peut entraver l'atteinte d'un objectif? Toutes les exigences de l'ISO 9001-2015 sont génériques et prévues pour s'appliquer à tout organisme, quel que soit son type ou sa taille ou les produits et services qu'il fournit. L'ISO 31000, ici, c'est elle qui va prendre en charge toute la démarche risque conçue par l'ISO. L'ISO 31000 version 2009, c'est un cadre générique également d'ISO pour toutes les normes liées au management des risques, environnement, santé, sécurité et qualité. Donc c'est sous ce chapeau-là qu'on va bien traiter la partie risque, y compris la norme ISO 9001, bien que la norme ISO 9001 version 2015, au niveau de son chapitre 6, là où elle introduit la partie risque, elle n'exige pas à une entreprise de suivre la norme ISO 9001, 31000 plutôt. Donc il n'y a pas d'exigence parce qu'il y en a d'autres cadres de management des risques tels que le COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, mais là, l'ISO 31000, c'est un cadre, il est le plus approprié à mon avis pour servir les exigences du chapitre 6 de la norme ISO 9001-2015, mais ceci dit, une entreprise peut adopter un autre cadre générique de management des risques. La norme ISO 31000 fournit des principes et des lignes directrices générales sur le management des risques, peut s'appliquer à tout type de risque, quelle que soit sa nature, n'a pas pour vocation de servir de base de certification. Il y a tout un socle de normes en management des risques. On a l'ISO 73-2009, management des risques et les vocabulaires, l'ISO 31000-2009, les principes et lignes directrices, l'ISO 31010-2009, gestion du risque, technique d'évaluation du risque, l'ISO 31004, la dernière, 2013, management du risque, lignes directrices pour l'implémentation de l'ISO 31000, et l'ISO 27005-2011, technologie de l'information, technique de sécurité, gestion des risques liés à la sécurité d'information. Je pense qu'il y aura une norme qui va traiter sous le chapeau. Là, ce sont des pronostics. Il n'y a rien ni d'officiel ni d'officieux en la matière, que peut-être on en parlera d'une norme qui sera sous le chapeau 31000 qui parle le management des risques associé à la qualité. Le processus de management des risques selon l'ISO 31000 se présente ainsi. En commençant par l'établissement du contexte,
Au niveau de la norme ISO 9001, on commence également par l'établissement du contexte. Par la suite, nous avons appréciation des risques. Là, c'est spécifique à la norme ISO 31000. L'étape appréciation des risques, elle est composée par 3 sous-étapes: identification des risques, analyse des risques, évaluation des risques et puis choisir des traitements des risques. Tout ceci fera l'objet à tous les niveaux d'une surveillance continue, et également il faut communiquer et se concerter avec qui? Avec les parties prenantes, les parties intéressées. Une partie intéressée ou partie prenante, c'est toute entité, personne, structure qui influence ou influencée par une prise de décision. La place du management des risques dans le pilotage de l'entreprise. Là, je commence à introduire le risk-based thinking. On parle au départ d'un objectif. Comme le dit Sénèque, un philosophe romain, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Pour les bateaux à voile, si on ne sait pas quelle est notre destination, on ne peut pas déterminer si le vent il est favorable ou n'est pas favorable. Donc, commençons par un objectif. Et d'ailleurs, comme on dit, on ne risque pas de ne pas atteindre un objectif qui n'est pas fixé. Le risk-based thinking se base sur le modèle ORICO, Objective Risk Control, ou bien Objective Risk Control. Nous avons au départ les objectifs. Commençons par déterminer les objectifs parce qu'on ne peut pas concevoir ou bien identifier ou bien parler d'un risque parce qu'un risque, c'est un problème, c'est un échec, c'est une insuffisance, c'est une faiblesse, c'est une anomalie. C'est quelque chose qui va mal par rapport à quoi? Par rapport à un objectif. Si j'ai un objectif, je peux en parler des problèmes, d'anomalies, de défaillances, de faiblesses, d'insuffisance. En absence d'un objectif, je ne peux pas parler de tout ça. Donc, je résume l'ensemble de ces défaillances, faiblesses, anomalies, problèmes, échecs. Ceci, on peut tout l'englober dans un seul terme, risque. Donc, un risque ne peut exister que si un objectif il existe. Nous, on veut bien atteindre les objectifs. Pour atteindre les objectifs, il faut identifier, et là, ça commence le risk-based thinking, c'est penser risque. Une réflexion basée sur les risques. J'ai un objectif, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Que dois-je faire si quelque chose tourne mal? Là, c'est la réflexion de risk-based thinking. Pour cela, toujours avoir en tête un objectif. Se poser la question, quel est mon objectif pour déterminer qu'est-ce qui pourrait mal tourner, c'est-à-dire quels sont les risques. Pour agir sur les risques, il y a un seul passage. C'est le seul passage obligé, c'est à travers ce qu'on appelle le contrôle. Le contrôle, avec toutes les langues qu'on peut avoir en anglais, contrôle, en langue arabe, al-muraqaba. En langue française, c'est contrôle. Bon, je ne sais pas d'autres langues, malheureusement, je ne parle que ces trois-là. Mais ces trois langues, lorsqu'on ouvre un dictionnaire, contrôle veut dire de sens, maîtrise et vérification. En matière de risque, on veut maîtriser les risques, donc on dit on va contrôler les risques. Je ne peux pas parler des contrôles sans parler des risques. Et je ne peux pas parler des risques sans parler des objectifs, d'où l'articulation objectif-risque. Si les risques ne me permettent pas, il y a des risques que je n'arrive pas à contrôler. Donc, s'il y a des risques que je n'arrive pas à contrôler, c'est-à-dire à mettre les actions de maîtrise, là, c'est la base, c'est le cœur même de risk-based thinking. Je dois agir sur quoi? Sur mes objectifs. Je dois changer les objectifs parce que je n'arrive pas à maîtriser par des contrôles mes risques. Si je n'arrive pas à maîtriser mes risques, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs et du coup, je dois revoir mes objectifs et ainsi de suite. C'est une boucle. Risk-based thinking, c'est quelque chose de systémique, continu et là, ce concept-là, ce modèle-là va constituer la base de ce qu'on appelle risk-based thinking, le risque associé à la qualité. Revenons maintenant à un autre sujet, donc on va appliquer ce qu'on appelle le risk-based thinking à la qualité. Les risques associés à la qualité, c'est quoi? C'est le fait, là notre objectif c'est la satisfaction du client. Satisfaction du client, donc le client il va acheter nos produits. Pour le client, la satisfaction, la qualité est liée à sa satisfaction. Elle est le résultat de la comparaison entre ce qu'il perçoit, reconnaît lui-même par ses sens, la réponse à ses besoins d'un produit ou d'un service et ce qu'il en attend. Pour l'entreprise, la qualité répond davantage à un objectif d'évaluation de la conformité d'un produit, service à des spécifications à partir des attentes du client.
perspective externe. Il s'agit de concevoir puis de réaliser un produit. Au fait, nous avons 4 types de qualité. La qualité attendue par le client. Donc, si la qualité, la qualité perçue, elle est inférieure à la qualité attendue, donc il y a un écart, le client, il n'est pas satisfait. Maintenant, c'est la qualité attendue par le client, elle est égale à la qualité attendue par le client, il y a satisfaction, le client, il est satisfait. Maintenant, si les attentes du client dépassent la perception du client, dépassent la qualité attendue, le client, il est très satisfait. Donc, quel est le risque ici? Le risque, c'est de tomber dans ce cas-là. C'est la qualité attendue, elle est supérieure à la qualité perçue. Ce qui importe, c'est la perception du client. Donc, en matière de qualité, nous avons le client, une qualité attendue, une qualité conçue par l'organisation, par l'entreprise, pour répondre à cette qualité attendue. Une qualité conçue et une qualité réalisée. Cette qualité réalisée va être une qualité, va faire l'objet d'une perception de la part du client. Et les clients, c'est lui qui va, ici, revenons à notre schéma de tout à l'heure, se situer ici. Donc, le risque, c'est que il y a un écart entre cette qualité perçue par rapport à la qualité attendue. Cette qualité perçue, cet écart-là, lorsqu'on va appliquer le risk-based thinking, ça pourrait être au niveau de la conception, c'est-à-dire une mal-perception, une mal-traduction, une mal-réponse à la qualité attendue du client, ou bien ça pourrait être une mal-réalisation de la qualité conçue, donc d'où l'approche par les risques et d'où le risk-based thinking. La non-qualité, pourquoi on parle de risque et d'objectif? L'entreprise, elle crée de la valeur. Créer de la valeur, c'est de la richesse. Donc, il ne faut pas préserver la valeur. Donc, préserver la valeur, c'est ne pas perdre de l'argent. Alors que la non-qualité a un coût. C'est un risque à gérer. Et notamment, les entreprises, ils peuvent calculer, il y a des entreprises qui calculent le coût de non-qualité. Le coût de non-qualité, il pèse beaucoup pour des entreprises. Il peut faire perdre des marchés, ne serait-ce que les retours, c'est pas la gestion uniquement de retour des marchandises, mais un client non satisfait, ça pourrait générer et engendrer là une mauvaise image de marque, et l'image de marque d'une entreprise, elle est atteinte, ça affecte directement ces marchés. Le risk-based thinking, nouvelle orientation de l'ISO. Là, je vais bien introduire ce qu'on appelle le HLS, High Level Structure. Toutes les normes ISO, nouvelles normes ISO liées au système de management sont structurées de la sorte, de telle manière pour faciliter, pour donner à l'entreprise une vision globale et tout le risk-based thinking. Pensée, risque objectif, contrôle. La structure HLS repose sur 10 articles. Domaine d'application, références normatives, termes et définitions, contexte d'organisation, leadership, planification, soutien, fonctionnement, évaluation des performances et amélioration. Toutes les normes ISO, toutes les nouvelles normes ISO du système de management, y compris celle de l'ISO 9001-2015, elle est structurée de cette manière. Pourquoi? Parce que pour faciliter leur intégration, l'élément clé de l'ISO 9001, on peut prendre l'ISO 14001, l'ISO 27001, l'ISO 55001, etc. sont les mêmes. L'intégration de différents systèmes de gestion est simplifiée considérablement. Quand une organisation souhaite également implémenter par exemple l'ISO 14001, en plus de l'ISO 9001, il suffit de vérifier quelle partie traite du même sujet. On peut ajouter la norme ISO 27001, la norme 27001 liée à Asset Management, le management des actifs. Maintenant, l'orientation de l'ISO vers l'approche système intégré. Donc, l'ISO, son orientation, c'est vers l'approche système intégré. Et si on prend, on consulte la norme ISO 31000, un des principes d'un processus de management des risques, c'est l'approche systémique. L'approche systémique, c'est une approche globale. C'est une approche qui prend le tout pour agir
sur un élément. C'est ce qu'on appelle, entre autres, prendre en considération la technique d'hélicoptère, c'est-à-dire Think Global, Act Local, et également prendre en considération la causalité circulaire, c'est-à-dire l'effet et l'action et la rétroaction. Maintenant, prenons assez rapidement la norme ISO 9001 et les risques. L'évolution de la norme ISO 9001, en 2000, la norme ISO 9001-2000, le mot risque il est évoqué une seule fois, opportunité c'était 2 fois uniquement, et risque et opportunité ensemble 0 fois. En 2008, la version 2008 de la norme ISO 9001, on a avancé, on a constaté une petite évolution. Le mot risque, il est évoqué à 2 reprises. L'opportunité, c'est la même chose, 2. Risque et opportunité, c'était 0 fois. Par contre, l'ISO 9001-2015, le risque, c'était 48 fois. Opportunité, c'était 28 fois. Et risque et opportunité, c'était 11 fois. Donc, d'où l'importance donnée, c'est un calcul statistique simple pour voir l'importance de considération les risques. Pourquoi on ne parle pas de l'approche par les risques, risk-based thinking? Parce qu'on veut bien inclure également les opportunités. Parce que par rapport à un objectif, il peut y avoir des événements qui ont un impact négatif sur l'atteinte des objectifs, ce sont des risques, mais également il faut saisir les événements qui ont un impact positif sur l'atteinte des objectifs, auquel cas on les appelle des opportunités. C'est quoi la réflexion basée sur les risques? Exactement, la réflexion basée sur les risques, c'est une démarche appliquée d'une manière systématique qui conduit à des meilleurs résultats. La réflexion basée sur les risques assure que le risque est pris en considération à tous les niveaux. La réflexion basée sur les risques permet de prendre des mesures préventives au niveau stratégique et opérationnel. L'organisation qui réussisse. Pourquoi on fait appel à la réflexion basée sur le risque? Les organisations qui réussissent appliquent intuitivement la réflexion basée sur le risque, car cette démarche permet d'améliorer la gouvernance, d'établir une culture proactive d'amélioration, d'aider à la conformité, d'assurer la cohérence de la qualité des produits et services, d'améliorer la confiance et la satisfaction du client. Comment utiliser la réflexion basée sur le risque? Identifier les risques de l'organisation dépend du contexte. Donc, c'est d'où l'approche. Au début, il faut parler du contexte interne et contexte externe. Utiliser la réflexion basée sur le risque pour prioriser la manière dont l'organisation va gérer ses processus. Maintenant, j'ai des objectifs, il y a des risques. Par rapport aux objectifs, je vais évaluer mes risques et déterminer la gravité de ces risques-là pour prioriser. Prioriser, pourquoi on est appelé à prioriser? Pourquoi faire appel au risk-based thinking? Parce donc, il faut rationaliser l'utilisation de ces ressources. On parle, le concept mathématique, c'est l'optimum sous contrainte, donc optimiser les choses sous des contraintes. L'entreprise, elle manque de moins en moins de ressources financières, personnelles, technologiques, et puis elle opère dans des environnements là où elle doit agir assez rapidement, donc elle manque également de temps. Dans un tel contexte, on doit optimiser. Et c'est ce qu'on appelle l'efficience. L'efficience, c'est atteindre les objectifs à moindre coût. L'efficacité, c'est atteindre les objectifs. Et l'efficience, c'est atteindre les objectifs à moindre coût. Ici, je veux bien ouvrir une petite parenthèse pour si les personnes qui s'intéressent à la qualité ou bien s'intéressent au risque, au contrôle, au audit, et n'importe quel domaine. On parle parfois, on utilise la phrase « améliorer l'efficacité ». Mais de quoi on parle ici? On va améliorer l'efficacité. L'efficacité, c'est atteindre les objectifs. Et si on va améliorer l'atteinte des objectifs, là, c'est l'efficience. Donc, améliorer l'efficacité, c'est en fait, c'est de l'efficience. On peut améliorer l'efficience, oui. Améliorer l'efficacité, c'est du non-sens. Chose que j'invite tout le monde à éviter parce que améliorer l'efficacité, c'est au fait, c'est l'efficience. Revenons à notre sujet, l'ISO 31000, le comment utiliser la réflexion basée sur le risque, identifier les risques de l'organisation dépend du contexte. Donc, avant de se plonger dans la détermination des risques, il faut déterminer le contexte interne et le contexte externe. Le contexte interne et le contexte externe, là on peut faire appel à l'analyse SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, force, faiblesse,
opportunités et menaces pour déterminer quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, utiliser la réflexion basée sur les risques pour prioriser la manière dont l'organisation va gérer ces processus. L'ISO 31000 management du risque, principe et ligne directrice peut être une référence utile, même incontournable. Je considère non pas utile uniquement, elle est très utile, elle est incontournable pour les organisations qui veulent ou ont besoin d'une approche formelle de management des risques et que son utilisation ne soit pas obligatoire. En ma qualité actuellement, je suis directeur de risque opérationnel et des marchés au sein de la Rapid Bank, qui est une importante banque dans mon pays, qui est la Tunisie. Là, je n'ai pas trouvé mieux à ce jour que ce cadre-là, l'ISO 31000, parce que l'ISO 31000, c'est quelque chose de pratique, elle répond à l'approche systémique, et pour être en phase avec le risk-based thinking, c'est vraiment adopter l'ISO 31000. Comment utiliser l'approche basée sur le risque? Arbitrage entre les risques et les opportunités, analyser et prioriser les risques, ce qui est acceptable, ce qui est inacceptable, planifier des actions pour donner une réponse aux risques, comment l'organisation peut éviter, éliminer, partager, augmenter ou atténuer les risques, et si on parle des actions de contrôle pour la maîtrise des risques, et déterminer qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux risques, mettre en œuvre le plan, passer à l'action, vérifier l'efficacité de l'action, et si que ça marche, apprendre de l'expérience, améliorer. Ce n'est autre ici que réellement le PDCA, le fameux roue, la fameuse roue de Deming, Plan Do Check Act. L'ISO 27005 versus ISO 29008, là, une petite comparaison par rapport à ces deux normes. Là, la norme ISO 9001, comme on le voit très bien, elle est structurée sous la forme HLS, introduction, domaine d'application, référence normative, termes et définition, contexte de l'organisation. Là, on parle de contexte interne, contexte externe, leadership, planification, support, réalisation des activités opérationnelles, évaluation des performances, amélioration. Là, elle est la HLS basée sur ce qu'on appelle la roue de Deming, PDCA. L'ISO 9001-2008, elle a été structurée. Là, une petite correspondance pour ceux parce qu'il y a une transition à effectuer et à assurer entre l'ISO 9001-2008 et l'ISO 9001-2015, sachant que les entreprises disposent de 3 années pour se conformer à la nouvelle norme. Donc, on est en notre deuxième, les entreprises doivent passer à l'acte assez rapidement. En grande partie, les 3 premiers chapitres des ISO 9001-2015 restent identiques à ceux de l'ISO 9001, mais à partir du 4e chapitre, il y a des différences significatives entre l'ISO 9001-2008 et l'ISO 9001-2015. La structure de la norme, elle est ainsi, nous avons le chapitre 4, contexte de l'organisation, contexte interne externe, leadership, planification, support, tout ceci c'est la partie plane, réalisation des activités opérationnelles c'est le do, évaluation des performances, chapitre 9 c'est le check, amélioration, chapitre 10 c'est l'acte. Le risque dans la norme ISO 2001, ici ce que j'ai fait, j'ai parcouru la norme ISO 9001 pour identifier où réside, où il y a les risques ont été utilisés. C'est commençant par l'introduction. Au point C, là où on trouve, c'est prendre en compte les risques et l'opportunité associés au contexte et aux objectifs de l'organisation. D'ailleurs, on stipule cette norme-là en introduction, les généralités, en mettant en œuvre un système de management de la qualité fondé sur la présente norme internationale. Les avantages potentiels pour un organisme sont les suivants. Il y en a d'autres, mais parmi prise en compte des risques et opportunités associés au contexte et aux objectifs de l'organisation. Si on parle de risque, c'est toujours associé ceci aux objectifs. Approche par les risques, là, carrément, on évoque le concept. Le concept d'approche par les risques était implicite dans les éditions précédentes, mais dans la présente norme internationale, incluant par exemple la mise en œuvre d'une action préventive pour éliminer non-conformité potentielle, l'analyse de toute non-conformité se produisant et la mise en œuvre des actions appropriées adaptées aux effets de la non-conformité visant à éviter sa répartition. Au niveau du paragraphe 0.3.3, pour se conformer aux exigences de la présente norme internationale, un organisme doit planifier et mettre en œuvre des actions face aux risques et opportunités. Approche par les risques également, il y a des opportunités qui peuvent naître des situations favorables à l'obtention d'un résultat.
je vous laisse le soin, je vais basculer d'un slide vers un autre, étant le temps qui nous est alloué, il est aux alentours de 30 minutes. Je vais bien défiler ces slides-là pour vous permettre, une fois, parce que terminé ce slide-là, la pratique depuis UCB, c'est de communiquer aux participants un lien là où vous pouvez visualiser la totalité de ce webinaire. Au niveau du contexte de l'organisation, c'est l'organisme doit déterminer les processus nécessaires au système de management de la qualité et leur application dans tout l'organisme et doit, entre autres, prendre en compte les risques et opportunités, tels que déterminés conformément aux exigences de 6.1. C'est une obligation, c'est une exigence. Au niveau de leadership, là, on parle au niveau de tous les chapitres, on parle des risques. 5 leadership, la direction doit démontrer son leadership et son engagement vis-à-vis du système de management de la qualité en plusieurs points, promouvant l'utilisation de l'approche processus et de l'approche par le risque. La norme ISO 9001 version 2000, elle a introduit l'approche processus, l'approche système, et cette fois-ci, on introduit l'approche par les risques. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a une différence entre approche par le risque et risk-based thinking. Risk-based thinking, voilà, ou bien la réflexion basée sur les risques, c'est une elle englobe l'approche par le risque. L'approche par le risque, c'est le fait de prendre en considération les risques identifiés, les analyser et déterminer quoi faire pour les traiter et faire un suivi. Par rapport à la qualité, l'approche par les risques, c'est d'identifier quels sont les risques associés à la non-qualité. Les identifier, les analyser, les mesurer et décider quoi faire et par la suite suivre. Par contre, le risk-based thinking, c'est quelque chose de plus large. Elle englobe l'approche par le risque. Risk-based thinking, c'est une démarche, c'est une orientation intellectuelle, c'est une démarche dans le processus décisionnel, c'est une démarche dans le processus d'élaboration de la stratégie, c'est prendre en considération les risques, le contenu des objectifs et prendre les contrôles, et ceci dans un cadre très global, une approche systémique. Peut-être un jour on en parlera de l'approche systémique et l'approche équivalente ou bien qui est en face de cette approche systémique qui n'est autre que l'approche, on parle d'ailleurs de l'approche holistique, l'approche cartésienne et l'approche systémique. Leadership, les risques et les opportunités susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité des produits. Donc c'est par rapport à l'écart. Au niveau, là, c'est tout un chapitre qui parle que des risques. Là, c'est la nouveauté, c'est l'élément parmi les éléments les plus importants de la modification de la norme ISO 9001. Tout un chapitre, planification du système de management de la qualité, action à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Je vous laisse le soin de les relire. Le chapitre 9, évaluation des performances, surveillance, mesure, analyse et évaluation. Également, l'organisation doit analyser et évaluer les données et informations appropriées issues de la surveillance ou de la mesure. Les résultats de l'analyse doivent être utilisés pour évaluer quoi? L'efficacité des actions mises en œuvre face aux risques. Là, c'est après qu'on a identifié, qu'on a mesuré, qu'on a analysé, qu'on a traité, et quelles sont les actions par rapport au risque. Si on prend le cas de la non-qualité, s'il y a un écart entre la qualité attendue et la qualité perçue, on va les identifier, on va mesurer, on va analyser, mais on a pris des actions, on a décidé de prendre des actions de maîtrise de ces risques-là. Il faut par la suite évaluer, c'est la phase check. Et acte d'amélioration, non-conformité, action corrective. Lorsqu'une non-conformité se produit, y compris celle liée à une réclamation, l'organisme doit mettre à jour les risques et opportunités. De nouveau, on en parle de l'aspect risque. L'approche par le risque, là, en annexe, le concept de l'approche par les risques était implicite dans les éditions, une petite introduction, une petite définition de cette approche-là, de cette démarche-là. L'un des principaux objectifs d'un système de management de la qualité est de servir l'outil de prévention. Par conséquent, la présente norme internationale ne comporte pas d'articles ou paragraphes distincts relatifs aux actions préventives. Le concept d'action préventive est intégré par l'utilisation d'une approche par les risques dans la formulation des exigences relatives au système de management de la qualité. C'est quelque chose. Donc, le management des risques, une approche, une réflexion.
Approche par les risques, les processus d'un système de management de la qualité ne présentent pas tous le même niveau de risque en termes de capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs et les effets de l'incertitude ne sont pas les mêmes pour tous les organismes. Ici, je veux bien mettre l'accent, et ce sera un de mes derniers points, l'incertitude, le management des risques, il est associé à l'incertitude. On gère de l'incertitude, on gère les risques parce qu'il y a de l'incertitude, et il n'y a pas la certitude. S'il y a la certitude, on n'est pas dans le domaine de management des risques. L'applicabilité, la présente norme internationale ne fait pas référence à des exclusions en rapport avec l'applicabilité de ces exigences au système de management de la qualité d'un organisme. Un organisme peut toutefois procéder à une revue de l'applicabilité des exigences en raison de la taille ou de la complexité de l'organisme, du modèle de management qu'il adopte et de l'éventail de ses activités et de la nature des risques et opportunités qu'il rencontre. Donc, il y a un aspect important de prendre toujours en considération. On arrive à la fin de notre webinaire. J'espère bien que vous allez porter profit. Cette approche-là, il ne faut pas s'arrêter là. Et il faut révisionner ce webinaire et également, il faut se documenter et élargir ses connaissances avec des lectures, avec suivre des formations et toute approche ou démarche qui va améliorer notre appréhension et notre manière d'agir. Merci, merci pour votre présence, pour votre écoute et finalement, merci pour PUCB de m'accorder cette opportunité d'être en contact avec vous. À la prochaine et